Bonjour à tous, donc je vous propose d'explorer cette carte mentale qui concerne donc la deuxième partie de ce chapitre sur la chimie du vivant. Alors, cette carte mentale, donc la voici. Alors, elle est effectivement un petit peu grande, donc on va zoomer sur cette carte. Alors, on retrouve ici donc le titre du chapitre, donc la chimie du vivant, partie 2. Et on retrouve ici les principaux points. Ici, premier point, donc des monomères aux polymères. Deuxième point, les lipides. Troisième point, les glucides. Quatrième point, les protéines. Et cinquième point, les acides nucléiques. Donc je vous propose de commencer au début de cette carte pour revoir donc l'ensemble du cours. Voilà, donc le premier point nous a permis de définir la notion de monomère. Nous avons dit qu'un monomère, eh bien, c'est une petite molécule, c'est surtout, je vous avais dit, une molécule unitaire qui va former une unité de base. Et ces molécules qui ont valeur d'unité, elles sont communes à tous les organismes. Je vous ai dit, il y en a moins d'une centaine qui sont donc très, très communes. Ces monomères vont pouvoir s'assembler et constituer des polymères. Donc c'est la définition d'un polymère, c'est un assemblage de monomères. Autrement dit, ces molécules qui vont se constituer sont de grande taille, on peut parler de macromolécules. Et ces macromolécules, elles vont avoir des propriétés qui sont nouvelles, c'est-à-dire des propriétés qui n'existaient pas chez les monomères et qui vont donc émerger là dans ces polymères. Je vous avais parlé donc de cette notion d'émergence. J'avais également souligné le fait que les polymères ont beaucoup plus d'originalité et effectivement les polymères peuvent être différents d'une espèce à l'autre, voire d'un individu à l'autre. Ça, on aura l'occasion de l'explorer dans le chapitre sur la biologie moléculaire. Alors, comment se forment les polymères? Ils se forment au cours d'une réaction de polymérisation. Donc, les monomères s'assemblent, ils constituent les polymères. Ce sont des enzymes qui vont permettre à ces réactions de se produire. Et je vous ai dit, ces réactions de polymérisation, ce sont souvent des condensations avec deux molécules qui se rencontrent et quelques atomes qui sont perdus, qui vont former une petite molécule. Souvent, c'est de l'eau. Et dans ce cas-là, on parle d'une déshydratation. Et bien sûr, les macromolécules, donc les polymères, peuvent redonner les monomères. On parle de dépolymérisation dans ce cas. Et là aussi, ce sont des réactions qui sont réalisées par des enzymes. Et souvent, cette dépolymérisation est une hydrolyse, c'est-à-dire une coupure en présence d'eau. Alors, après ces deux notions de monomère et de polymère, on a commencé à se pencher sur un premier groupe qui est le groupe des lipides. Je vous ai dit que les lipides se caractérisent par le fait qu'ils sont tous hydrophobes. Ils vont également présenter, ces lipides, une assez grande diversité chimique et j'ai insisté sur le fait que l'existence de cette diversité chimique fait qu'ils vont pouvoir jouer tout un tas de rôles en fait dans notre corps, donc globalement chez les êtres vivants. Un rôle de compartimentation, donc je vous avais parlé des membranes cellulaires, un rôle de stockage d'énergie, stockage énergétique, rôle de protection thermique, mais aussi mécanique, un rôle dans la signalisation chimique et aussi un rôle dans le métabolisme. On a commencé ensuite à explorer certains de ces lipides. Donc je vous ai proposé de commencer par les acides gras et je vous ai dit que leur nom vient du fait qu'ils portent un groupement carboxyle qui les fait entrer dans la classe des acides carboxyliques, d'où leur nom d'acide. Et gras parce qu'ils possèdent une chaîne carbonée, donc hydrophobe, qui leur donne un aspect un peu graisseux. Alors cette chaîne carbonée, donc cet assemblage de carbone peut être saturé. Dans ce cas-là, les liaisons entre carbones sont uniquement des liaisons simples et ces substances vont être plutôt solides à température ambiante. La chaîne carbonée peut aussi être insaturée. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a au moins, entre les carbones de la chaîne, au moins une liaison double. S'il n'y en a qu'une, on va dire que l'acide gras est monoinsaturé. S'il y en a plus d'une liaison double, on dira que l'acide gras est polyinsaturé ou que la chaîne de carbone est polyinsaturée. Alors, quand il y a une liaison double, les ensembles d'atomes qui vont être tenus par les carbones qui participent à cette liaison double peuvent s'organiser différemment dans l'espace. Ils peuvent constituer deux formes, cis ou trans. Et je vous ai dit que la forme naturelle chez les êtres vivants, c'est la forme cis.
D'autre part, j'ai évoqué une nomenclature qui permet de situer l'emplacement de la liaison double dans ces acides gras. Et il y a donc une nomenclature qui va décompter les carbones à partir de l'extrémité acide, COH. C'est celle qui est utilisée par les chimistes. Les biologistes vont plutôt décompter les carbones à partir de l'autre extrémité, où on trouve finalement un carbone associé que à des hydrogènes. Et dans ce cas-là, la nomenclature qui sera utilisée fera appel à la lettre oméga. Alors, ce que l'on a dit également, c'est que ces acides gras, donc quand ils sont insaturés, ils vont être plutôt liquides. Je vous avais dit huileux à température ambiante. Et je vous ai dit que ces liquides huileux, alors qui proviennent surtout des plantes, on peut en fait les transformer. C'est ce qui se passe quand on veut produire par exemple de la margarine. On va utiliser des huiles végétales, je vous avais dit, et on ajoute de l'hydrogène. Ça ouvre les liaisons doubles. Et dans ce cas, on va passer d'une chaîne insaturée à une chaîne saturée. Alors, je vous ai dit aussi que les acides gras ne sont pas plans, ils vont présenter donc des courbures, qui sont d'ailleurs assez accentuées pour ceux qui ont une chaîne insaturée. Et j'ai aussi souligné le fait qu'il y a des acides gras qui sont essentiels, qui sont d'ailleurs des acides gras ayant une chaîne insaturée. Il s'agit donc de l'acide linoléique, qui a deux liaisons doubles. Et la première de ces liaisons se trouve sur le 6e carbone à partir de l'extrémité CH3. Donc on va le qualifier de 2-oméga 6. Et autre acide aminé essentiel, c'est l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3 ou 3-oméga 3. Il a 3 liaisons doubles. La première se trouve sur le 3e carbone à partir de l'extrémité méthyle, donc le carbone qui ne porte que des hydrogènes. Alors, essentiel, il faut qu'il soit apporté par l'alimentation, et je vous avais dit sur le plan nutritionnel, quand on parle d'oméga 3 et d'oméga 6, on fait référence, donc, alors ça peut être à ces acides gras là spécifiquement, mais c'est globalement aux acides gras qui ont une liaison double sur le 3e carbone pour les oméga 3, sur le 6e carbone pour les oméga 6. Autre groupe de lipides, les acides glycérols. Anciennement, ils étaient appelés les glycérides. Et je vous ai dit que ces molécules, ces acides glycérols, sont aussi ce qu'on appelle des esters d'acides gras et de glycérol, puisqu'on a un alcool, le glycérol, qui a 3 groupements alcool, 3 groupements hydroxyle, OH, groupements qui vont se lier en fait à des acides gras. Soit il y a un acide gras qui se lie au glycérol, on a un monoacylglycérol. S'il y en a 2, on a un diacylglycérol. S'il y en a 3, on a un triacylglycérol. Et les triacylglycérols, ce sont des molécules de réserve énergétique et aussi réserve de carbone. Ensuite, je vous ai parlé des phosphoacylglycérols. Anciennement, ils étaient appelés les phospholipides. Ils ressemblent beaucoup aux précédents. On retrouve un glycérol, 2 acides gras, et au lieu d'avoir un 3e acide gras, là, on va avoir un groupement phosphate. Ce groupement phosphate va leur donner une caractéristique nouvelle. Donc, je vous avais dit, les lipides sont hydrophobes. Là, la présence du groupement phosphate va les rendre aussi hydrophiles. Puisqu'ils ont ces deux propriétés, à la fois hydrophobes et hydrophiles, on dit qu'ils sont amphiphiles. Et je vous ai dit que souvent, pour les représenter, on les représente un petit peu comme un tétard, dont la tête correspond finalement au groupement phosphate qui est hydrophile, et dont la queue correspond aux 2 acides gras qui sont hydrophobes. Donc on parle de tête hydrophile et de queue hydrophobe. Donc la tête, c'est le groupement phosphate, la queue hydrophobe, ce sont les 2 acides gras. Alors ces phosphoacylglycérols, ils ont un rôle dans la compartimentation. Vous vous souvenez, on a vu qu'ils s'organisent en formant 2 couches qui vont se coller l'une à l'autre, dont le cœur va être hydrophobe et dont les parties externes vont pouvoir interagir avec les milieux aqueux. Et je vous ai dit que ces 2 couches sont qualifiées d'une couche phospholipidique. Du reste, on devrait dire une bicouche de phosphoacylglycérol. Mais bon, ce terme, l'ancien terme phospholipide est toujours très utilisé. Donc, on parle de bicouche phospholipidique. Et c'est la nature donc, des membranes des cellules. Ensuite, j'avais terminé avec un aperçu très bref des stérols, ou globalement du cholestérol et de ses dérivés. Je vais parler donc des cholestérides, qui sont des esters de cholestérol et d'acides gras. On retrouve donc cette molécule de cholestérol qui a un groupement hydroxyle, donc alcool,
qui va pouvoir établir une liaison avec un acide gras. Et dans ce cas-là, ces cholestérides, ce sont des molécules de réserve de cholestérol. Le cholestérol, je vous avais dit, il est souvent négatif quand on en parle dans la vie de tous les jours, mais il est très important en fait dans le corps. Et j'avais nuancé en disant il n'en faut pas trop et pas trop peu non plus. Tout est toujours une question d'équilibre. J'avais évoqué donc les stéroïdes. Je vous ai dit les stéroïdes, ce sont donc des hormones, par exemple les hormones sexuelles, mais aussi les glucocorticoïdes ou encore les minéralocorticoïdes. Un autre dérivé du cholestérol, c'est la vitamine D, donc qui est une vitamine de nature lipidique, donc qui est liposoluble. Il y en a 3 autres qui sont les vitamines A, E et K. Donc en tout 4 vitamines donc dites liposolubles, solubles dans les graisses, donc hydrophobes, les vitamines A, D, E et K. Et puis, autre substance qui dérive donc du cholestérol, les acides biliaires qui ont pour caractéristique d'être amphiphiles et qui vont avoir une certaine importance dans la digestion puisqu'ils vont émulsionner les graisses et faciliter leur digestion. Mais tout ça, on en parlera dans un autre chapitre. Alors ensuite, on a abordé les glucides. Et concernant ces glucides, donc on a parlé de monomères et de polymères. Donc je commence avec les monomères qu'on appelle aussi les oses ou monosaccharides. Je vous ai dit que ces monomères sont aussi qualifiés d'hydrates de carbone parce que leur formule chimique correspond à un multiple de cette formule, c'est H2O. Donc on retrouve du carbone et puis H2O ça correspond à l'eau, donc c'est pour ça qu'on dit hydrate de carbone, c'est ce que j'avais expliqué. Alors ces carbones donc, vont constituer une chaîne. Un glucide c'est donc une chaîne de carbone, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 et davantage de carbone. On a vu que tous les carbones vont porter un groupement hydroxyle, OH, et un carbone va porter un groupement carbonyle. Selon ce que le carbone qui tient le groupe carbonyle, selon ce qu'il tient, est-ce qu'il tient un carbone et puis un hydrogène ou est-ce qu'il tient 2 carbones, eh bien la molécule va être soit un aldéhyde, soit une cétone. Si le carbone qui porte le groupement carbonyle tient un carbone et un hydrogène, la molécule est un aldéhyde. Comme c'est un sucre, on dira aldose. Et si le carbone qui tient le groupement carbonyle donne la main finalement à 2 autres carbones, à ce moment-là, la molécule est une cétone, et comme c'est un glucide, on parlera de cétose. Alors concernant l'allure de ces molécules, je vous ai dit que ces molécules peuvent être linéaires ou cycliques. On a vu qu'il y a plusieurs cycles qui peuvent se constituer, notamment un cycle hexagonal, pyrane, ou un cycle pentagonal, furane. Et ces cycles peuvent avoir plusieurs formes selon la façon dont les groupements hydroxyles vont se positionner. On avait parlé de forme alpha et de forme bêta. Alors justement, je vous avais montré ensuite un certain nombre de molécules. Et avant cela, bien sûr, je vous avais dit aussi que la forme naturelle de ces monosaccharides, c'est la forme D. Je vous avais dit, ces molécules sont chirales, elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir, ça veut dire qu'il y a 2 formes qui existent, D et L, et la forme naturelle, c'est la forme D. Alors, parmi les exemples, donc je vous ai parlé du glucose. Alors évidemment, la forme naturelle, c'est le D-glucose, avec donc un cycle pyrane sous forme alpha ou bêta. Et puis, je vous ai présenté rapidement d'autres molécules, le D-mannose, le D-galactose, qui ont aussi des cycles pyrane, et puis le D-fructose, qui ont, alors je vous l'ai présenté avec un cycle furane, mais il peut aussi avoir un cycle pyrane. Et puis j'avais ensuite présenté donc des sucres à 5 carbones, donc le D-ribose, qui est un cycle furane, et puis le D-désoxyribose, qui est un cycle furane, et dont la particularité est d'avoir perdu sur son 2e carbone son groupement hydroxyle, donc son groupement OH, donc son oxygène, d'où ce terme de désoxyribose. Alors ensuite on a parlé donc des osides qui sont des polymères, c'est-à-dire plusieurs monomères, plusieurs oses, donc plusieurs monosaccharides qui sont associés. On a dit que ces polymères, ils peuvent être soit constitués que de sucre, on les appelle dans ce cas holosides, soit ils peuvent être constitués de sucre et d'éléments qui n'appartiennent pas à des sucres, qui ne sont pas des oses. Et j'avais évoqué le cas des glycoprotéines et glycolipides. Les glycoprotéines sont mi-glucose, mi-protéines, et les glycolipides, mi-glucide, mi-lipides.
Donc je ne reviendrai pas sur les hétérosides et concernant les holosides, j'avais évoqué 3 types d'holosides, les diosides ou disaccharides, dans ce cas-là ils sont constitués de 2 monomères. Les oligosides ou oligosaccharides, ils sont constitués plus ou moins d'une dizaine de monomères. Hein. Oligo, ça veut dire en fait quelques éléments, le nombre n'est pas toujours très précis. Et puis polyosides ou polysaccharides qui sont constitués de nombreux monomères. Alors concernant les diosides, je vous ai présenté quelques exemples. Le cas du saccharose, qui est aussi appelé sucrose, c'est le sucre de table. Et je vous ai dit, il est constitué par du glucose alpha et du fructose bêta, qui sont liés l'un à l'autre par une liaison osidique, qui est une liaison covalente entre oses, qu'on appelle donc liaison osidique. Elle est de type alpha 1, 2. Elle concerne donc les carbones 1 et 2. Donc carbone 1 du glucose alpha et carbone 2 du fructose bêta. Le maltose, il est constitué par du glucose alpha et du glucose bêta unis par une liaison osidique de type alpha 1,4. Le lactose est constitué par du galactose bêta et du glucose bêta unis par une liaison osidique de type bêta 1,4. Et le célobiose est constitué de 2 glucoses bêta qui sont unis par une liaison osidique de type bêta 1,4. Voilà pour ces exemples rapidement. Concernant les polysaccharides, pareil, je vous ai donné plusieurs exemples. Le cas de la cellulose, qui est constituée donc de plein de molécules de glucose bêta. Donc on est sur du glucose bêta et ces molécules de glucose bêta vont présenter des liaisons de type bêta 1,4, donc liaison osidique de type bêta 1,4. Je vous ai dit que la cellulose donc ne présente pas de ramification, hein, donc c'est vraiment une chaîne de glucose bêta. Par contre, je vous ai dit que plusieurs chaînes de glucose bêta, donc plusieurs chaînes qui forment de la cellulose, peuvent se lier entre elles et ça va constituer des fibres assez grandes qui sont les fibres de cellulose qui contribuent à la structure notamment des végétaux. L'amidon est constitué lui de glucose alpha. Ces glucoses alpha sont unis en liaison osidique de type alpha 1,4 et je vous ai dit que l'amidon va présenter aussi des ramifications et dans ce cas-là, les ramifications vont se faire via des liaisons alpha 1,6. Je vous ai dit que l'amidon, c'est une molécule de réserve pour les végétaux, réserve de glucose, le glucose pouvant servir à la fois comme source d'énergie et comme source de carbone. Le glycogène, je vous avais dit c'est un peu comme l'amidon, à part que dans ce cas, c'est une molécule qui est davantage ramifiée, donc il y a plus de liaisons alpha 1,6 par rapport à l'amidon, et c'est une molécule de réserve pour les animaux. Hein, donc l'amidon concerne les végétaux, le glycogène, les animaux. Ah, mais sinon, ce sont les mêmes molécules impliquées, ce sont des glucoses alpha en liaison alpha 1,4 avec donc ces ramifications en liaison alpha 1,6. Voilà, ensuite, on s'est intéressé, après les glucides, aux protéines. Alors, concernant ces protéines, je vous ai dit que les protéines sont des polymères d'acides aminés. On s'est donc penché sur les acides aminés. Je vous ai dit qu'il existe 20 acides aminés différents, en tout cas 20 acides aminés qui vont constituer les protéines. J'avais nuancé en vous disant qu'on peut en ajouter 2 ou 3 autres, mais je vous ai dit on reste sur 20 acides aminés qui vont pouvoir être dénommés soit par leur nom entier bien sûr, soit par 3 lettres, soit par une lettre. Alors la structure des acides aminés, on l'avait présentée en se plaçant sur un carbone des acides aminés qui est appelé le carbone alpha et qui porte 4 éléments particuliers qui sont un groupement carboxyle qui fait entrer la molécule dans la classe des acides carboxyliques, d'où le terme acide de acide aminé, un groupement amine, donc NH2, qui fait entrer la molécule dans la classe des amines, d'où le terme aminé de acide aminé. Le carbone alpha porte également un hydrogène et puis un radical, c'est-à-dire un assemblage de carbone et d'autres atomes. Ce radical, on peut l'appeler résidu ou chaîne latérale et c'est lui qui va donner leurs propriétés particulières aux 20 acides aminés différents. Alors, nous avions ajouté que la forme naturelle donc, pour les acides aminés, c'est la forme L. Hein, ce sont des molécules chirales, toujours la même chose. Les acides aminés ne peuvent pas être superposés à leur reflet dans le miroir. Il n'y en a qu'un seul qui le peut, hein, qui est la glycine, qu'on appelle aussi le glycocol. Alors,
Nous avions également ajouté que les acides aminés vont être présents sous la forme d'amphions ou de zwitterions quand on est dans les conditions cellulaires. Ça veut dire que les groupements acides et amines sont ionisés. Le groupement carboxyle va constituer un anion, COO-, tandis que le groupement amine va constituer un cation, NH3+. J'avais terminé avec les acides aminés en vous disant qu'il y a 8 acides aminés essentiels et 7 acides aminés qui sont conditionnellement essentiels, c'est-à-dire qui vont être essentiels à certaines périodes de la vie ou dans certaines situations qu'un organisme peut rencontrer. Alors, nous avions abordé ensuite les liaisons entre acides aminés. Ces liaisons, ce sont des liaisons covalentes appelées liaisons peptidiques qui vont se former grâce à des enzymes par polymérisation, une polymérisation de type déshydratation, puisqu'à chaque fois qu'il y a une liaison peptidique constituée, il va y avoir des molécules d'eau qui vont être relâchées. Alors, nous avions également vu que quand les acides aminés se lient les uns aux autres, on va au final avoir une chaîne d'acides aminés dont les deux extrémités vont être différentes. Il y en a une qui va présenter le groupement amine et l'autre le groupement carboxyle. Donc on va parler d'extrémité N-terminale, NT, ou d'extrémité C-terminale, CT. Et je vous ai dit que par convention, quand on va parcourir justement les différents acides aminés qui constituent la chaîne, on va partir de l'extrémité N-terminale et on va se diriger vers l'extrémité C-terminale. Alors, je vous avais parlé de niveau d'organisation des protéines. Donc, une protéine, donc ça va être une chaîne d'acides aminés ou plusieurs, comme on va le voir. En tout cas, pour une protéine, on va devoir décrire ce qu'on appelle sa structure primaire. La structure primaire, c'est la séquence des acides aminés, c'est-à-dire qu'on va donner l'ordre dans lequel les acides aminés vont s'enchaîner le long de la chaîne, en partant de l'extrémité N-terminale et en se dirigeant vers l'extrémité C-terminale. Et je vous ai dit que la façon dont les acides aminés vont s'enchaîner, eh bien, elle va être déterminée par l'information génétique qui est contenue dans l'ADN. Alors, la structure secondaire, je vous ai dit, c'est la façon dont les molécules vont se replier dans l'espace, au moins sur certains endroits, donc plutôt localement sur la protéine. Et dans ce cas-là, on va avoir des petits motifs tridimensionnels qu'on peut retrouver d'une protéine à une autre, mais qui peuvent aussi être absents. Et je vous avais donné deux exemples de motifs qui sont assez classiques, qui sont l'hélice alpha, donc une sorte de petite spirale, et puis le feuillet bêta, donc des zones un peu plus aplaties sur la protéine. La structure tertiaire d'une protéine, ça correspond à la forme 3D globale de la protéine, donc c'est la conformation tridimensionnelle générale. Et cette forme 3D, elle va être acquise par la protéine du fait des propriétés des radicaux. La protéine va se replier, les radicaux vont interagir ensemble, en fait des liaisons chimiques vont pouvoir se constituer, qui sont essentiellement des liaisons faibles, donc on retrouve des liaisons hydrogènes, des liaisons ioniques ou encore l'effet hydrophobe, avec donc tous les radicaux qui sont hydrophobes qui vont avoir tendance à se grouper ensemble au cœur des protéines, lorsqu'elles sont en tout cas en milieu aqueux. Il peut y avoir, je vous avais dit aussi, quelques liaisons covalentes qu'on appelle des ponts disulfures qui vont s'établir entre certains acides aminés qui sont les cystéines. On avait terminé avec la structure quaternaire donc d'une protéine, et je vous ai dit la structure quaternaire, elle ne s'observe pas sur toutes les protéines, elle va s'observer seulement sur les protéines qui sont constituées de plusieurs chaînes d'acides aminés. Dans ce cas-là, chaque chaîne sera nommée sous-unité de la protéine, et donc ces différentes chaînes, ces différentes sous-unités vont être liées par des liaisons faibles essentiellement. Parfois, on peut aussi observer des ponts disulfures. Alors après vous avoir présenté donc ces niveaux d'organisation, j'avais évoqué la notion de dénaturation. Je vous ai dit que quand une protéine se dénature, ça veut dire qu'elle perd sa forme 3D. Et ça s'observe quand les conditions du milieu vont changer. Par exemple, si la température change, si le pH change, si le solvant change. Souvenez-vous, je vous avais dit une protéine qui est dans un milieu aqueux avec toutes les parties hydrophobes qui sont cachées au milieu de la protéine. Si on la met dans un solvant organique, à ce moment-là, elle va se retourner, je vous avais dit, comme une chaussette, parce que tout simplement, dans ce cas-là, ce sont les parties polaires en fait, de la molécule qui vont former le cœur et toutes les parties justement hydrophobes qui vont se trouver à la périphérie. Alors parfois,
la forme tridimensionnelle peut être retrouvée. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une renaturation, mais ce n'est pas toujours possible. Effectivement, parfois, on peut observer une coagulation entre les protéines qui ont été dénaturées. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus retrouver la conformation en fait, initiale. Alors, j'avais terminé en vous présentant les fonctions qui sont associées aux protéines. Je vous avais dit, pour s'en souvenir, on peut avoir en tête le mot tâche. Les protéines assurent plusieurs tâches, du transport, les anticorps, donc la défense du corps, la contraction, c'est-à-dire le mouvement, les hormones, donc l'échange d'informations, la communication entre les différentes parties d'un organisme, les enzymes qui accélèrent les réactions chimiques, un rôle aussi dans la structure, et puis j'avais aussi évoqué le rôle de réserve que je n'ai pas noté ici, mais qui est un rôle aussi qu'on peut trouver, puisque certaines protéines, je vous avais dit, c'est le cas de protéines qu'on trouve dans les œufs, dans le lait et dans les graines entre autres, ce sont des protéines qui vont avoir un rôle de réserve d'acides aminés. Alors, ensuite, après donc les protéines, nous avons parlé des acides nucléiques. Alors, les acides nucléiques, je vous ai dit que ce sont des polymères de nucléotides, on peut aussi appeler polynucléotides. Ils sont de deux types, nous avons parlé de l'ADN et de l'ARN, et avant d'en dire plus, on s'est penché justement sur ces monomères qui sont les nucléotides. Donc ces nucléotides, je vous ai dit, ils sont constitués de trois choses. Un groupement phosphate, un sucre, qui est un sucre à 5 carbones, donc un pentose. On va numéroter les carbones de ce sucre 1', 2', 3', 4' et 5' pour ne pas les confondre avec les atomes de carbone des bases, les bases azotées étant le troisième élément qui constitue les nucléotides. Elles peuvent être de deux types, soit ce sont des pyrimidines, soit ce sont des purines. Dans les pyrimidines, on a la cytosine, la thymine, l'uracile, qu'on peut abréger par les lettres C pour cytosine, T pour thymine, U pour uracile. Et pour les purines, on a donc deux bases, l'adénosine et la guanine, qu'on peut abréger par les lettres A pour l'adénosine et G pour la guanine. Je vous avais dit aussi que donc, le sucre peut se coller au groupement phosphate. On a dans ce cas-là un sucre phosphaté, je ne l'ai pas renoté. Par contre, j'ai renoté ici un autre terme, c'est que la base et le sucre, quand ils sont liés ensemble, mais sans groupement phosphate, dans ce cas-là, on n'a pas un nucléotide, mais on a simplement un nucléoside. Alors, nous avions ensuite parlé de l'ARN. L'ARN donc est constitué évidemment de nucléotides. J'avais apporté quelques précisions. Donc évidemment, on retrouve les trois éléments constitutifs classiques d'un nucléotide. Un groupement phosphate, le sucre, donc il y a toujours un pentose, qui là est le ribose, et puis 4 bases seulement sur les 5 qui sont la cytosine, l'uracile, l'adénosine, la guanine. Je vous ai dit que l'ARN est constitué d'un seul brin, donc d'une seule chaîne de nucléotides, qui va avoir un aspect un peu de demi-échelle, puisqu'on va avoir une suite en fait de pentose, donc là du ribose et du phosphate, ça va constituer le montant de la demi-échelle, avec cette chaîne qui va présenter deux extrémités différentes, une extrémité 5' phosphate, une extrémité 3' OH. Et je vous ai dit sur cette chaîne, donc sur ce squelette de pentose phosphate, on a donc toutes les bases qui sont protubérantes. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'ADN. Alors, comme pour l'ARN, nous nous sommes intéressés aux nucléotides qui constituent l'ADN. On trouve donc un groupement phosphate, un pentose qui n'est plus le ribose, mais qui est le désoxyribose, autrement dit, une molécule qui ressemble au ribose, mais qui a perdu un groupement hydroxyle. Et concernant les bases, on a donc 4 bases qui ne sont pas les mêmes, puisqu'il n'y a pas d'uracile dans l'ADN. Donc les bases qu'on trouve dans les nucléotides de l'ADN sont la cytosine, la thymine, l'adénosine et la guanine. Alors l'ADN est constitué, lui, non pas d'un brin, mais de 2 brins, de 2 chaînes de nucléotides. Ça veut dire qu'on n'a plus une demi-échelle, mais on a une échelle complète cette fois-ci. Alors chaque chaîne de nucléotides, chaque brin, est constitué par un squelette donc de pentose et de phosphate, avec toujours ces deux extrémités différentes, extrémité 5' phosphate et extrémité 3' OH, sur lequel, le squelette, les bases vont être protubérantes. Et donc comme il y a 2 chaînes, les 2 chaînes vont être positionnées l'une à côté de l'autre, mais tête bêche, donc je vous avais dit en tête à queue, on dit en position anti-parallèle.
Comment ces deux chaînes s'associent-elles? Elles vont s'associer grâce à des liaisons hydrogènes qui vont prendre place entre les deux brins, selon une complémentarité particulière entre les bases, puisqu'on a cette complémentarité ATCG. Donc l'adénosine et la thymine, cytosine et guanine. Alors, je vais terminer en vous disant que l'ADN, il renferme un code, et ce code nous est donné, en fait, si on parcourt donc le squelette phosphate-sucre, sucre-phosphate, eh bien, on va voir donc les bases qui s'enchaînent selon un certain ordre. Cet ordre des bases correspond à un code. Et donc, ce code, eh bien, il code pour l'ordre dans lequel les acides aminés des protéines vont s'enchaîner. Alors je vous avais dit que la molécule d'ADN, c'est une molécule qui peut être très grande, très longue, elle peut atteindre plusieurs millimètres de long. Dans ce cas-là, elle va être constituée de plein de nucléotides. Comme les nucléotides, en formant les barreaux justement de l'échelle, s'assemblent par deux, on peut donner la longueur de la molécule d'ADN en l'exprimant en paire de bases, avec l'abréviation PB pour paire de bases. Et puis, donc, j'avais aussi insisté sur le fait que l'ADN, c'est une molécule qui présente un enroulement en spirale. On parle d'une double hélice dont le diamètre est régulier. Voilà, donc nous avons fini la présentation là, de cette carte mentale. Donc voilà, je la remets en petit. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt, soit pour visionner donc l'enregistrement relaxé de ce cours, soit pour visionner un autre cours. Donc à bientôt.